Le 23 septembre 1997, une fillette de 5 ans nommée Amélie Dubois disparut mystérieusement à bord du vol Air France 672, reliant Paris à New York, déclenchant l'une des enquêtes les plus troublantes de l'histoire de l'aviation civile française. La petite Amélie voyageait officiellement sous la supervision de son père, Laurent Dubois, un homme d'affaires respecté de 42 ans, spécialisé dans l'import-export, qui avait présenté tous les documents nécessaires pour ce voyage d'affaires familial qui devait durer une semaine dans la métropole américaine. L'hôtesse de l'air, Léa Moreau, 34 ans et forte de 12 années d'expérience dans l'aviation commerciale, avait été particulièrement attentive à la fillette durant les premières heures du vol, remarquant son comportement inhabituellement silencieux et craintif pour une enfant de son âge qui effectuait son premier voyage transatlantique. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Le vol avait décollé normalement de l'aéroport Charles de Gaulle à 14h30, transportant 298 passagers dans un Airbus A330 vers l'aéroport JFK de New York, suivant une route transatlantique standard que la compagnie opérait sans incident depuis des décennies. Amélie avait été vue pour la dernière fois vers 20h, heure de vol, lorsqu'elle s'était endormie sur son siège à côté de son père, mais quand l'avion atterrit à New York 8 heures plus tard, la fillette avait complètement disparu sans laisser aucune trace physique de sa présence à bord. L'enquête officielle qui suivit fut rapidement classée par les autorités françaises et américaines, avec la conclusion que la fillette avait quitté l'avion pendant l'escale technique non programmée à Terre-Neuve. Une explication que sa famille élargie remit en question mais qui resta la version officielle pendant des années. 6 ans plus tard, en 2003, Léa Moreau contacterait le commissaire divisionnaire Pierre Rousseau, l'enquêteur original de l'affaire, avec des révélations qui exposeraient une conspiration familiale impliquant chantage, manipulation psychologique et une tentative d'assassinat déguisé qui avait coûté l'innocence d'une enfant et traumatisé tous ceux qui avaient été témoins de sa disparition mystérieuse. Le vol AF 672 avait commencé comme n'importe quel autre vol transatlantique de routine, avec Léa Moreau suivant méticuleusement les protocoles de service établis par Air France pour assurer le confort et la sécurité de tous les passagers. Mais elle avait immédiatement remarqué quelque chose d'inquiétant dans le comportement d'Amélie Dubois et de son père. La fillette semblait anormalement silencieuse et apeurée, évitant le contact visuel avec les autres passagers et se recroquevillant contre le hublot chaque fois que son père s'adressait à elle. Un comportement que Léa avait appris à reconnaître comme potentiellement problématique durant ses années de formation sur la détection de situations d'abus infantiles. Laurent Dubois, bien qu'impeccablement vêtu et parlant avec l'assurance d'un homme d'affaires prospère, semblait exercer un contrôle inhabituel sur sa fille, l'empêchant de parler avec le personnel de bord et refusant qu'elle accepte les jouets ou friandises normalement offerts aux jeunes passagers. Durant les premières heures du vol, Léa avait tenté plusieurs fois d'engager une conversation amicale avec Amélie, mais l'enfant répondait uniquement par des hochements de tête ou des monosyllabes, jetant constamment des regards inquiets vers son père comme si elle craignait sa réaction. Vers 18h, heure de vol, pendant que l'avion survolait l'Atlantique Nord à 37 000 pieds d'altitude, Léa avait surpris Laurent Dubois, administrant discrètement ce qui semblait être un médicament à sa fille, expliquant qu'il s'agissait d'un calmant pour le mal de l'air. Mais le comportement de plus en plus léthargique d'Amélie, après cette administration, lui avait semblé disproportionné par rapport à une simple prévention du mal des transports. Les soupçons de Léa s'intensifièrent quand elle découvrit que Laurent Dubois avait spécifiquement demandé des sièges dans la section la plus isolée de l'avion, loin des autres familles avec enfants, et qu'il avait payé un supplément pour des sièges avec accès direct aux toilettes et à la galerie arrière. Des détails qui, individuellement, semblaient innocents mais qui, combinés, créaient un pattern troublant. Lorsqu'Amélie s'endormit profondément vers 20h, Léa remarqua que son père semblait soulagé et commença à manifester un comportement plus détendu, consultant fréquemment sa montre et échangeant des regards significatifs avec un passager masculin assis 3 rangées plus loin, un homme que Léa n'avait pas remarqué embarqué avec eux, mais qui semblait connaître Laurent Dubois.
La disparition d'Amélie se produisit entre 20h30 et 21h, heure de vol, pendant une période où la plupart des passagers dormaient ou étaient occupés par les divertissements en vol, créant une fenêtre d'opportunité que Laurent Dubois et son complice avaient apparemment calculée avec une précision troublante. Léa effectuait sa ronde de service nocturne habituelle lorsqu'elle remarqua que le siège d'Amélie était vide, l'enfant ayant apparemment disparu sans que son père semble s'en inquiéter, ce qui immédiatement déclencha les alarmes dans l'esprit expérimenté de l'hôtesse. Quand Léa questionna Laurent Dubois sur l'absence de sa fille, il répondit calmement qu'elle était aux toilettes. Mais une vérification rapide révéla que tous les lavabos de l'avion étaient vite vides et qu'aucun passager n'avait vu la fillette se déplacer dans les allées. Laurent maintenait avec une assurance dérangeante qu'Amélie était simplement en train d'explorer l'avion et qu'elle reviendrait bientôt, refusant de participer activement à la recherche et semblant même contrarié par l'inquiétude croissante du personnel de bord. La recherche systématique de l'avion par l'équipage révéla une découverte terrifiante. Amélie n'était nulle part à bord, mais Léa trouva dans la galée arrière des traces de ce qui semblait être du sang séché sur le sol métallique, ainsi qu'un petit bouton de la robe d'Amélie coincé dans le mécanisme de la trappe d'accès au compartiment de fret pressurisé. Avant que Léa puisse examiner davantage cette découverte ou alerter le commandant de bord, Laurent Dubois apparut soudainement derrière elle, accompagné de l'homme mystérieux qu'elle avait remarqué plus tôt, et ils lui expliquèrent avec une froideur glaçante qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, et que sa coopération était essentielle pour éviter des complications. L'homme se présenta comme Jean-Pierre Morvan, prétendument un associé d'affaires choice de Laurent, mais son comportement et sa manière de parler suggéraient fortement des connexions avec des activités criminelles organisées. Ils informèrent Léa qu'Amélie avait été transférée discrètement vers un autre vol à l'insu des autorités, une opération qui faisait partie d'un arrangement familial complexe, impliquant la garde de l'enfant et des considérations financières importantes qui ne pouvaient pas être résolues par les canaux légaux traditionnels. Léa réalisa avec horreur qu'elle était témoin soit d'un enlèvement planifié, soit de quelque chose de bien plus sinistre, et que sa vie était maintenant en danger en raison de ce qu'elle avait découvert sur ce vol qui était censé être une simple traversée transatlantique de routine. Laurent Dubois et Jean-Pierre Morvan avaient orchestré un plan élaboré pour faire disparaître Amélie et créer l'illusion qu'elle avait mystérieusement quitté l'avion. Une conspiration qui nécessitait la coopération forcée de Léa et la complicité de personnel corrompu de l'aéroport qui facilitait leurs activités criminelles. Les hommes expliquèrent à Léa qu'ils contrôlaient un réseau de trafic d'enfants qui opérait à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, utilisant des vols commerciaux comme couverture pour transporter des mineurs vers des clients qui payaient des sommes considérables pour des enfants spécifiques répondant à certains critères physiques et psychologiques. Amélie n'était pas réellement la fille de Laurent Dubois, mais une enfant qui avait été acquise de parents désespérés en situation financière critique, et ce voyage vers New York était destiné à la livrer à un réseau d'exploitation basé aux États-Unis qui avait payé plus de 500 000 $ pour elle. Laurent avait utilisé de faux papiers d'identité parfaitement fabriqués pour établir une relation père-fille légitime, et il avait spécifiquement choisi ce vol parce qu'il avait des complices parmi le personnel de maintenance qui pouvaient faciliter le transfert d'Amélie sans détection par les systèmes de sécurité normaux. Le plan impliquait de sédater la fillette avec des drogues puissantes, de la transporter dans le compartiment de fret pressurisé où elle serait récupérée par des complices pendant l'escale technique non programmée que l'avion ferait à Terre-Neuve sous prétexte de problèmes techniques mineurs. Léa fut menacée explicitement avec des photographies de sa famille, incluant sa mère âgée et ses 2 jeunes nièces, laissant clair que toute tentative de révéler la vérité ou de contacter les autorités résulterait non seulement en sa propre mort, mais aussi en l'élimination systématique de tous ses proches. Les hommes avaient préparé une histoire de couverture détaillée, expliquant qu'Amélie avait disparu pendant l'escale technique, ayant prétendument été emmenée par des inconnus, pendant que son père était distrait par les procédures d'inspection de l'avion. Ils montrèrent à Léa des documents falsifiés indiquant qu'une enquête complète serait menée par les autorités françaises et canadiennes, mais que l'investigation serait délibérément sabotée
par des fonctionnaires corrompus qui recevraient des paiements substantiels pour classer l'affaire sans solution. Le réseau avait opéré avec succès pendant plus de 10 ans, générant des millions de dollars en profit qui étaient partagés entre les trafiquants, les fonctionnaires corrompus et une élite internationale de collectionneurs qui payaient des prix exorbitants pour des enfants qu'ils pouvaient exploiter sans crainte de conséquences légales. Les 6 années qui suivirent la disparition d'Amélie furent un cauchemar psychologique pour Léa, qui avait été forcée de vivre avec le secret du trafic d'enfants tout en continuant à travailler pour Air France, sous la surveillance constante des mêmes réseaux criminels qui avaient enlevé une fillette innocente. La compagnie aérienne avait géré habilement l'enquête officielle, fournissant des déclarations préparées qui décrivaient la disparition mystérieuse d'Amélie comme un événement inexplicable mais isolé, tandis que les avocats corporatifs travaillaient pour limiter la responsabilité légale et éviter une compensation significative pour la famille qui prétendait être celle de l'enfant. Les parents d'Amélie, qui étaient en réalité des acteurs payés pour jouer ce rôle, avaient en fait des apparitions médiatiques calculées pour maintenir l'illusion qu'une véritable tragédie familiale s'était produite. Mais leur performance était suffisamment artificielle pour éveiller les soupçons de Léa sur l'authenticité de toute l'affaire. Léa avait tenté à plusieurs reprises de trouver des moyens de révéler la vérité sans mettre sa famille en danger, incluant des tentatives anonymes de contacter les médias et d'envoyer des indices à des enquêteurs indépendants. Mais les conspirateurs avaient anticipé ces efforts et disposaient de systèmes de surveillance qui détectaient toute activité suspecte de sa part. Durant cette période, Léa développa de sévères problèmes de santé mentale, incluant dépression, anxiété et troubles de stress post-traumatique, qui nécessitaient médication et thérapie constante, mais qu'elle ne pouvait jamais aborder complètement parce qu'elle ne pouvait révéler la véritable source de son trauma. Le réseau de trafic avait continué à opérer et s'étendre durant ces années, avec Laurent Dubois et Jean-Pierre Morvan développant des routes plus sophistiquées, qui incluaient des vols vers l'Asie et l'Amérique du Sud, où ils pouvaient transporter des cargaisons humaines avec un risque minimal de détection. Les bénéfices du trafic avaient été utilisés pour corrompre des fonctionnaires de plus haut niveau, incluant des membres du personnel de sécurité d'aéroports, des agents d'immigration et même des policiers qui étaient payés pour ignorer les activités suspectes ou pour saboter délibérément les enquêtes qui pourraient menacer l'opération. Léa avait été stratégiquement transférée vers des vols domestiques pour l'éloigner des opérations internationales où se déroulait le trafic, mais elle continuait d'être surveillée constamment et recevait des rappels périodiques sur les conséquences de trahir le secret qui la gardait captive. Pendant ce temps, elle avait secrètement tenté de rassembler des preuves sur l'identité et les activités des trafiquants, prenant des risques énormes pour documenter leurs opérations dans l'espoir qu'elle pourrait un jour trouver un moyen de les exposer sans condamner sa famille à mort. En 2003, une série d'événements convergerait pour fournir à Léa l'opportunité et le courage nécessaires pour finalement révéler la vérité sur l'enlèvement d'Amélie et exposer le réseau étendu de trafic d'enfants qui avait opéré impunément pendant des années. Le commissaire divisionnaire Pierre Rousseau, qui avait dirigé l'enquête originale de la disparition d'Amélie, avait été promu à un poste de supervision qui lui donnait accès à des dossiers classifiés révélant des patterns d'activité criminelle internationale qui n'avaient pas été apparents durant l'enquête originale. Rousseau avait développé des soupçons sur la version officielle des événements et avait identifié des inconsistances dans les témoignages de la compagnie aérienne et les déclarations des prétendus parents d'Amélie. Mais il avait manqué de preuves concrètes pour procéder à des accusations criminelles. Un changement dans le leadership de l'unité anti-trafic d'Interpol avait résulté en l'assignation de nouveaux enquêteurs qui n'étaient pas compromis par la corruption, fournissant une opportunité pour rouvrir des cas précédemment archivés sans interférence politique. Léa avait appris à travers des contacts dans l'industrie que Rousseau dirigeait une investigation renouvelée sur des irrégularités dans les compagnies aériennes françaises. Et après des mois de surveillance prudente pour s'assurer qu'elle n'était pas surveillée, elle réussit à faire un contact secret avec le commissaire. La rencontre initiale entre Léa et Rousseau eut lieu dans un café discret dans le 18e arrondissement de Paris, où Léa trouva finalement le courage de révéler les détails complets de l'enlèvement d'Amélie
et du réseau de trafic qu'elle avait été forcée de protéger pendant 6 ans. Rousseau reconnut immédiatement l'importance de la confession de Léa et travailla avec elle pour développer un plan qui permettrait de rassembler des preuves supplémentaires tout en protégeant sa sécurité et celle de sa famille contre les représailles du réseau criminel. Léa fournit à Rousseau une documentation qu'elle avait secrètement compilée pendant des années, incluant des horaires de vol qui corrélaient avec des activités de trafic, des enregistrements de communication qu'elle avait clandestinement obtenus et des preuves financières démontrant des flux d'argent inhabituels liés aux opérations criminelles. Le plan développé par Rousseau incluait la coordination avec les autorités internationales d'application de la loi pour intercepter une opération de trafic en cours, fournissant des preuves irréfutables qui exposeraient tout le réseau criminel et s'assureraient que les perpétrateurs ne puissent pas échapper à la justice ou éliminer des témoins. L'opération pour exposer le réseau de trafic d'enfants et obtenir justice pour Amélie fut exécutée avec une précision militaire en octobre 2003, quand les autorités françaises, canadiennes et américaines coordonnèrent simultanément pour arrêter tous les membres de la conspiration, tout en interceptant un groupe d'enfants qui était en train d'être transporté du Canada vers les États-Unis via un vol commercial d'Air Transat. Léa avait fourni des informations cruciales sur les méthodes utilisées pour cacher les enfants dans des compartiments modifiés et pour les sédater durant le transport, permettant aux enquêteurs de localiser une preuve qui autrement serait restée cachée durant l'inspection de routine. Les arrestations inclurent non seulement Laurent Dubois et Jean-Pierre Morvan, mais aussi un réseau étendu de complices qui incluait des employés d'aéroports corrompus, des agents d'immigration soudoyés, des fonctionnaires gouvernementaux payés pour ignorer les activités suspectes et plusieurs clients de haut profil qui avaient acheté des enfants pour exploitation. La preuve rassemblée durant les descentes révéla la véritable magnitude de l'opération, qui avait trafiqué plus de 200 enfants durant 8 ans, générant des profits estimés à plus de 50 millions d'euros qui avaient été blanchis à travers des investissements légitimes et des comptes bancaires offshore. Durant les interrogatoires qui suivirent les arrestations, plusieurs conspirateurs confessèrent leur participation dans l'enlèvement d'Amélie, confirmant les détails que Léa avait fournis et révélant des informations supplémentaires sur la façon dont ils avaient disposé d'autres enfants qui étaient devenus problématiques pour l'opération. Laurent Dubois, confronté à des preuves accablantes et à la perspective de sentences de prison à vie multiples, finit par révéler qu'Amélie avait été vendue à un collectionneur privé aux États-Unis qui l'avait gardée dans une propriété isolée du Montana, où elle avait été maintenue en captivité pendant 6 ans sous une fausse identité. Jean-Pierre Morvan, espérant une sentence réduite, fournit des détails sur l'ensemble du réseau d'exploitation, incluant les noms et locations de plus de 50 enfants qui avaient été trafiqués par l'organisation. Information qui permit aux autorités de lancer des opérations de sauvetage simultanées à travers 3 continents. Les confessions révélèrent également qu'Amélie n'avait pas été la seule enfant enlevée durant des vols commerciaux, avec des preuves suggérant que au moins 15 autres mineurs avaient été acquis en utilisant des méthodes similaires durant les années précédentes, incluant des enfants qui voyageaient avec de prétendus tuteurs légaux qui étaient en réalité des trafiquants déguisés. Le sauvetage d'Amélie Dubois et des autres enfants victimes du réseau international de trafic devint l'une des opérations de libération les plus significatives dans l'histoire de la lutte contre l'exploitation infantile, attirant l'attention médiatique mondiale et résultant en des réformes complètes des protocoles de sécurité aérienne et des systèmes de vérification pour mineurs voyageant seuls. Amélie fut trouvée vivante dans un ranch isolé du Montana, physiquement en bonne santé mais psychologiquement traumatisée après 6 années de captivité sous l'identité falsifiée de Sarah Wilson, ayant été forcée de croire que ses vrais parents étaient morts et que ses ravisseurs étaient sa seule famille. Laurent Dubois fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour trafic d'enfants, enlèvement et participation à une organisation criminelle, tandis que Jean-Pierre Morvan et les autres conspirateurs principaux reçurent des sentences variant de 25 à 40 ans selon leur niveau de participation dans les crimes. Les collectionneurs qui avaient acheté des enfants du réseau
incluant plusieurs individus de haut profil en politique et en affaires, furent exposés publiquement et poursuivis au maximum de la loi, leurs arrestations envoyant un message puissant que la richesse et le statut ne pouvaient pas protéger contre la justice pour les crimes contre les enfants. Léa Moreau fut placée dans un programme de protection des témoins et reçut une immunité complète en échange de son témoignage. Mais plus important, elle trouva finalement la paix psychologique qu'elle avait cherchée pendant 6 ans, en sachant qu'elle avait rendu justice à Amélie et aux autres enfants victimes. Air France fut condamnée à payer 100 millions d'euros en amendes et compensations pour avoir inadéquatement supervisé ses vols et permis que ces aéronefs soient utilisés pour des activités criminelles menant à des réformes complètes dans les procédures de vérification des passagers et la surveillance des zones de fret. Le cas inspira la création de la Loi Amélie, législation française exigeant des protocoles de sécurité renforcés pour les mineurs voyageant seuls, incluant vérification biométrique, surveillance vidéo en temps réel et vérification d'antécédents approfondis pour tous les adultes accompagnant des enfants sur les vols internationaux. La coopération internationale démontrée durant l'investigation établit de nouveaux standards pour la coordination entre agences d'application de la loi dans les cas impliquant trafic transnational d'enfants et réseaux criminels opérant à travers multiples juridictions. L'affaire mena également à la création d'une base de données internationale d'enfants disparus qui permet aux autorités de traquer et identifier plus efficacement les victimes de trafic, sauvant des centaines d'autres enfants qui auraient autrement disparu sans trace dans les réseaux criminels globaux. Une décennie après qu'Amélie fut finalement libérée et que la vérité sur son enlèvement fut révélée, l'impact de son cas continuait d'influencer les politiques internationales de protection infantile et les protocoles de sécurité des transports, tandis que sa survie servait de symbole puissant d'espoir pour les familles d'autres enfants disparus à travers le monde. Amélie, maintenant âgée de 18 ans, avait reçu des soins psychologiques intensifs et avait été réunifiée avec sa vraie famille biologique qui avait été localisée grâce aux preuves ADN et aux témoignages des trafiquants, découvrant qu'elle était née Emma Rousseau et qu'elle avait été vendue par des parents toxicomanes quand elle avait 3 ans. Léa Moreau avait trouvé une nouvelle carrière comme consultante en sécurité infantile, travaillant avec des organisations internationales pour développer de meilleurs protocoles pour protéger les mineurs durant les voyages et des systèmes de support pour employés de transport qui pourraient être témoins d'activités criminelles. L'affaire avait inspiré des réformes législatives dans plus de 30 pays, établissant des standards internationaux pour la vérification de l'identité des mineurs voyageurs et créant des mécanismes légaux pour protéger les employés qui rapportent des activités suspectes dans leur lieu de travail. La Fondation Amélie, établie par plusieurs survivantes de trafic incluant Amélie elle-même, était devenue une organisation leader dans la lutte contre l'exploitation infantile, fournissant des ressources éducatives, des systèmes de traçage avancés et des services de support pour familles cherchant des enfants disparus. Les procédures d'investigation développées durant l'affaire avaient été adoptées par les agences d'application de la loi internationalement, créant des protocoles standardisés pour investiguer les cas impliquant trafic d'enfants et réseaux criminels opérant à travers l'industrie du transport. Les techniques de protection des témoins utilisées pour protéger Léa avaient établi de nouveaux standards pour sauvegarder les individus qui risquent leur vie pour exposer des organisations criminelles puissantes, fournissant des modèles qui ont été implémentés dans des cas similaires à travers le monde. L'histoire d'Amélie avait été racontée dans de multiples documentaires, livres et programmes éducatifs qui enseignent sur l'importance de la vigilance citoyenne, la protection des témoins et la nécessité de systèmes de transport sécurisés qui ne peuvent pas être exploités par des réseaux criminels. Les systèmes de surveillance développés en réponse à l'affaire avaient évolué vers des technologies avancées utilisant intelligence artificielle et analyse de patterns pour détecter les activités suspectes dans les aéroports et à bord des aéronefs, fournissant des outils qui ont été instrumentaux dans la prévention de multiples tentatives de trafic et autres crimes. Le mémorial établi en l'honneur d'Amélie à l'aéroport Charles de Gaulle était devenu un symbole de la lutte contre l'exploitation infantile et un rappel que la vigilance constante est nécessaire pour protéger les plus vulnérables de notre société.
Aujourd'hui, plus de 2 décennies après qu'Amélie Dubois ait été enlevée lors d'un vol qui devait être routinier, son héritage vit dans chaque protocole de sécurité qui protège les enfants voyageant seuls, chaque système de vérification qui empêche les trafiquants d'accéder aux moyens de transport commerciaux et chaque mécanisme de protection qui permet aux témoins courageux comme Léa Moreau de révéler la vérité sans crainte de représailles mortelles. Les technologies avancées inspirées par son cas ont évolué vers des systèmes de protection complets qui combinent surveillance biométrique, traçage en temps réel et analyse prédictive pour identifier et prévenir les tentatives d'exploitation infantile avant qu'elles puissent causer du mal à des enfants innocents. L'industrie du transport aérien, autrefois vulnérable à l'exploitation par des réseaux criminels dus à des régulations inadéquates et une supervision insuffisante, opère maintenant sous certains des protocoles de protection infantile les plus rigoureux du monde, avec des systèmes de vérification, des procédures d'inspection et des programmes de formation qui ont été développés spécifiquement pour empêcher que d'autres enfants comme Amélie subissent le sort qui lui avait été imposé par des adultes sans scrupules. Sa famille d'origine, bien que marquée à jamais par les années perdues durant son enlèvement, avait trouvé but et guérison à travers leur travail infatigable pour protéger d'autres enfants, transformant leur tragédie personnelle en une force puissante pour le changement positif qui a sauvé d'innombrables vies et honoré la mémoire des années d'innocence volées à leurs filles. Les protocoles de protection des témoins développés en réponse à l'affaire ont été adoptés internationalement, créant un réseau global de sauvegarde qui protège les individus courageux, qui risquent tout pour exposer la vérité sur les organisations criminelles puissantes opérant dans l'ombre de la société respectable. Sa photographie, prise durant ses jours plus heureux après sa libération quand elle souriait courageusement malgré son trauma, est affichée dans le mémorial comme rappel qu'elle était une enfant réelle avec des rêves, des espoirs et une capacité remarquable de survie, pas simplement une victime de la cupidité criminelle, mais un individu dont la vie avait une valeur profonde et dont la survie a inspiré des changements fondamentaux qui ont bénéficié à d'innombrables autres enfants à travers le monde. L'histoire d'Amélie continue d'être racontée dans les écoles d'aviation, les programmes de formation du transport et les centres d'éducation publique qui enseignent aux nouvelles générations l'importance de l'intégrité, le courage de parler contre l'injustice et la responsabilité que nous partageons tous de protéger les plus vulnérables de notre société. Les systèmes qui maintenant protègent les enfants durant les voyages aériens sont si avancés que beaucoup d'enfants et familles ne réalisent jamais les multiples couches de sécurité opérant pour garantir leur protection, depuis les vérifications biométriques jusqu'à la surveillance satellitaire, qui peut tracer leur localisation exacte durant tout leur voyage. Chaque enfant qui complète en sécurité un voyage comme mineur non accompagné porte avec lui un peu de l'héritage d'Amélie Dubois. Et chaque employé de transport qui choisit de faire ce qui est juste en rapportant des activités suspectes accomplit la promesse implicite que son enlèvement n'était pas vain. Son histoire démontre que même les traumatismes les plus sombres peuvent être transformés en force pour le bien, quand l'amour, la détermination et l'engagement envers la justice se combinent pour créer des changements durables qui protègent la vie et honorent la mémoire de ceux qui ont survécu aux crimes les plus odieux, assurant qu'Amélie soit rappelée non seulement pour ce qu'elle a enduré, mais pour les innombrables vies que son courage et sa survie ont aidé à sauver et protéger.